Se connaître soi-même pour mieux redonner, pour mieux faire grandir, pour pouvoir aider nos communautés. J'ai hâte que vous découvriez Chiayi Tong, qui est extraordinaire, une femme que j'ai eu la chance de rencontrer par un ami intermédiaire. Salut Jonathan. Vraiment un grand bonheur. C'est juste extraordinaire de voir une femme qui est partie de Taïwan, qui va vous raconter son histoire, tout un cheminement en gardant une seule chose, cette ouverture et cette bienveillance au cœur de sa vie, au cœur de ses gestes, au cœur de ses actions. Je vous demande, de grâce, prenez un instant pour écouter cette entrevue parce que Chiayi Tong est extraordinaire. Les amis de mes amis sont mes amis. On va commencer comme ça. Et je suis vraiment choyée, Chiayi, de t'avoir ici. Merci, Sarah. Parce que au final, on s'est rencontrés chez un ami, justement. Ton côté souriant, ton côté enfant. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis tu aimes danser, on danse. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a touchée le plus. Lorsque j'ai pris le temps de te connecter pour cette entrevue-là, pour le podcast Brillants Soyez ensemble, tu m'as dit, moi, je suis une femme made in Taiwan. Oui. Proudly made in Taiwan. Ah, bon, voilà. Et tu m'as raconté ton histoire. Donc, avant de parler du leader que tu es aujourd'hui dans ton organisation, dans ce que tu fais, etc., j'aimerais qu'on revienne sur les événements marquants qui font que tu es la leader aujourd'hui. Donc, qui tu es? Je suis Chiayi Tong, proudly made in Taiwan. J'ai été élevée par ma grand-mère depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 12 ans où est-ce qu'elle a décédé. Donc, je pense que aujourd'hui, qui je suis, c'est beaucoup influencé par ma grand-mère, qui est une personne excessivement bienveillante, ouverte. Elle accepte tout le monde. Elle a toujours inclus tout le monde et elle a passé sa vie au service des autres. Donc, au courant de mon enfance, chez elle, les portes on a une porte en avant, on a une porte en arrière, les deux sont grandement ouvertes. Donc, tout le village, les voisins, que ça soit les enfants, les adultes, les aînés, ils entrent chez nous, tu sais, il y a constamment les va-et-vient, il y a les invités qui viennent prendre une bouchée, prendre du thé. Et c'est propre à toi, c'est pas tous les voisins qui ont la porte ouverte. Non, c'est juste... C'est vraiment chez toi. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, chez nous, c'est le même principe. Ma fille, depuis qu'elle est à l'école primaire, en fait, même avant, au kindergarten, c'est déjà comme ça. Donc, c'est toujours beaucoup d'invités chez nous. La porte est ouverte. Donc, c'est qui je suis. Je suis très, je suis passionnée pour les humains. J'ai aussi une grande passion pour l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup tout ce qui est l'innovation, de constamment identifier des solutions et des façons de faire différentes. C'est beau. Je vais revenir en arrière. T'as grandi à Taïwan avec ta grand-mère. Qu'est-ce qui fait que tu étais avec ta grand-mère? Qu'est-ce qui fait que... Quels sont les événements marquants qui ont fait que tu es toi? OK. Mon père et ma mère ce sont les individus excessivement doués. En fait, ce sont les surdoués. Par contre, je pense que les circonstances de vie, aujourd'hui, avec plus de recul, ça fait en sorte que ils ont peut-être moins d'habilité à être un parent aimant. Donc, la charge a été donnée à ma grand-mère. Ça prend du courage comme parent, quand même. Ça prend du courage de dire, j'ai pas forcément les capacités, les habiletés, et donc, finalement, je demande de l'aide. Est-ce que tu réalises ça? Je n'ai pas encore réalisé et je vais cheminer là-dessus. Tu sais, de dire je sais pas faire, c'est... Oui, peut-être, probablement. En tout cas, fait que là, j'ai grandi, donc j'ai beaucoup appris toutes les qualités de ma grand-mère. Elle m'a dit de toujours penser aux autres. Mais il est clair que cette bienveillance m'a beaucoup servi à quel point que à un moment donné sur mon chemin entrepreneurial, parce que j'ai déjà créé et je crée encore des projets, des entreprises et tout ça. Sur un bout de ma vie,
j'ai même douté que c'était possible d'être aussi bienveillante. Parce que il y a quand même les gens qui voient la lumière en moi. Donc, ils viennent juste pour abuser. Et j'avais pas de défense à ce moment-là. J'étais tout simplement complètement ouverte et j'acceptais tout le monde. Trop gentil. Oui. Donc là, ça attire aussi, puis il faut savoir mettre ses limites. Exactement. Donc, j'ai beaucoup étudié en PNL, en programmation neurolinguistique, pratiqué sur plus de 10 ans. Puis, je dirais qu'aujourd'hui, je suis capable de poser mes limites et je communique très, très clairement dès le départ, avant tout début de relation, comment ça fonctionne, comment Chiayi fonctionne. Si y a un cadre qui est respecté, ben le résultat va être merveilleux. Parce que aussitôt que je m'engage dans un projet, peu importe le projet, je donne dans 100%. Oui, toujours en action, toujours en contribution de ressources et d'énergie. Qu'est-ce qui fait que Taïwan, Canada, comment t'as décidé de faire le chemin jusque-là? Alors, la deuxième personne qui m'a grandement influencée dans ma vie est arrivée. Lorsque j'avais 20 ans, j'étais à l'université de Taikang, qui est une université à Taipei. À cette époque-là, à Taïwan, il y a environ 150 universités parce que c'est vraiment un pays hautement scolarisé. Tout le monde, c'est bien vu d'étudier et d'aller chercher le doctorat et tout ça. Bon. Par exemple, un poste d'enseignant à l'université, ben, il va y avoir 3000 doctorats qui vont postuler. OK. Donc, on est dans un environnement comme ça. Alors, à l'âge de 20 ans, il y a une journée, une professeure dans mon université, elle est venue me voir, puis cette professeure-là, elle est toute comme genre délicate lorsqu'elle donne les cours, elle parle doucement, lorsqu'elle interagit avec ses élèves, elle parle avec beaucoup de bienveillance, mais tout doucement. Donc, bien au contraire de moi, toujours dynamique et tout ça. Mais elle m'a convoquée à une rencontre, puis elle a dit, Chiayi, est-ce que tu es consciente que pour la première fois dans l'histoire de Taïwan, le gouvernement de Taïwan a signé une entente avec le gouvernement canadien. Donc, nous allons choisir parmi les 150 universités taïwanaises 2 élèves. Nous allons les envoyer à Montréal pour étudier et ils payent tout. Tout. Les billets d'avion, l'hébergement, la bouffe, les livres, les voyages, tout. C'était clé en main. Clé en main. C'était juste comme fabuleux. Fait que j'ai dit, mais merci pour l'information. Je suis allée valider c'est quoi les critères de sélection. Donc, j'ai regardé la feuille, j'ai fait check. J'ai tout ce qu'il faut. Sauf la dernière ligne, il fallait payer $200 de frais d'examen, ce que je ne pouvais pas parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 7 ans. J'ai toujours travaillé et étudié en même temps à partir de l'âge de 7 ans. Et j'arrivais à peine à être à l'université à cette époque-là. Je me souviens qu'à cette époque-là, je dormais par terre sur ciment. Donc, je n'avais pas d'extra pour payer le frais d'examen. Et aussi, c'est qu'à Taïwan, c'est très tabou de parler de l'argent. Fait que je suis retournée voir ma professeure et j'ai dit merci de me faire confiance, mais je vais pas y aller. J'explique pas pourquoi. J'ai juste dit, je vais pas pouvoir comme soumettre ma candidature. Donc, 3 jours plus tard, elle est revenue me voir. Et elle m'a montré une feuille avec un sceau qui est tombé dessus, c'est écrit « Payer ». Fait que là... c'est moi qui pleure. Fait que là, tu comprends que c'est comme j'ai senti tellement de confiance et je me suis dit que peu importe combien de niveaux d'examen qu'il faut réussir,
jusqu'à tu sais, comme 150 universités à 2 personnes, je vais devoir réussir. J'ai pas le choix. J'ai comme pas le choix. Donc, comme de fait, j'ai été shippée par le gouvernement de Taïwan à l'Université de Montréal. Wow, quelle histoire. Quelle histoire. Puis ça touche encore. Puis je pense que dans ton dernier voyage, tu es allé revoir cette dame-là. Oui, parce qu'en fait, c'est une personne qui a complètement changé ma vie, comme ma grand-mère. Donc, ma grand-mère est décédée, mais cette professeure, elle est toujours vivante, même si elle est aujourd'hui retraitée. Donc, à chaque fois que j'ai la chance de retourner à Taïwan, elle est parmi les premiers que je contacte pour organiser une rencontre. Et honorer le chemin, l'honorer elle. Oui. C'est beau. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle te reconnaît? Est-ce qu'elle a sa santé? En fait, on ne parle pas vraiment de cet événement-là, mais je pense que c'est juste que elle est toujours remplie d'amour, pas seulement avec moi, mais avec tous ses élèves. C'est vraiment une personne très douce et puis, tu sais, c'est juste comme elle est remplie de compréhension, puis elle veut aider, elle veut contribuer. Donc, elle continue à sa manière encore aujourd'hui, je suppose. Vraiment une excellente professeure, wow. Une fée. Si on revenait sur tes 7 ans, c'est pas tout le monde qui va au travail à 7 ans. Non, mais en fait, personne ne me l'a forcé. C'est moi qui a créé ma premier job à 7 ans. Donc, l'histoire, c'est que, en fait, c'était une période traumatisante, je pense, parce que ça m'a quand même coûté beaucoup d'années de thérapie par la suite. À l'âge de 6 ans, ma grand-mère est tombée vraiment malade. Donc, elle était hospitalisée pendant près d'1 an. Alors, cette année-là, j'avais personne qui s'occupait de moi. Ma tante, elle avait un appartement qui est vacant, donc qui est proche, parce que j'étais aussi surdouée, donc j'entrais déjà à l'école primaire à l'âge de 6 ans. Donc, à 6 ans, ma grand-mère est allée à l'hôpital. Moi, je dois entrer à une école. J'étais insérée à une école à Taipei. Donc, par hasard, elle avait un appartement vacant, disponible pour faciliter mes études. Donc, ma grand-mère, elle m'a donné une poupée en porcelaine avec plein de monnaie dedans. Et puis, elle dit, chaque matin, tu ouvres le caoutchouc, tu sors quelques monnaies, tu t'en vas acheter ton déjeuner, tu t'en vas acheter ton dîner, tu t'en vas acheter ton souper. Puis là, tu rentres à la maison après. Donc, tu te promènes vraiment strictement entre l'appartement de ta tante et l'école. Et donc, les 3 places pour aller manger. Oui. Mais la même chose, c'est parce qu'elle dit... C'était le même endroit, OK. Oui, c'est ça, exactement. Comme ça, tu es sûr que tu es en sécurité et tout ça. Donc, j'ai vécu seule, pas mal seule, 1 année de temps, mais ça s'est aussi passé quelques drames dans cette période-là. Anyways, donc, lorsque ma grand-mère elle est enfin sortie de l'hôpital, je me suis dit, oh my God, il faut plus que je la perde. Et puis, j'ai pensé que pourquoi est-ce qu'elle était tombée malade? C'est parce qu'elle a toute sa vie travaillé très dur, comme très fort. Elle a élevé, en fait, elle était une des rares femmes qui n'ont pas d'éducation, qui est autodidacte. Elle lisait tous les soirs, parce que je dormais juste en dessous de son lit, là. Fait que je la voyais comme lire jusqu'à très tard les bouquins de médecine. Genre, elle étudie par elle-même. En tout cas, elle a réussi à avoir de diplôme, mais faire élever 4 enfants à l'université, c'est quand même, à cette époque-là, à Taïwan, c'est assez impressionnant, merci. Je voulais plus qu'elle travaille aussi fort, fait que je cherchais une façon de partager les finances. Donc là, je suis allée voir un patron, tout près de chez elle, qui avait une usine à chaussures. Fait que je suis allée le voir, j'ai expliqué la situation de ma grand-mère, j'ai dit, ben, donnez-moi quelque chose à faire. C'est comme moi, je peux être ici tous les jours après l'école. Donc, j'ai commencé à travailler. Puis, donc, mon premier emploi, c'était de coller les semelles de chaussures. Une paire à la fois. Une paire à la fois. Après ça, bien évidemment, ça a un peu évolué parce que la télévision est arrivée dans les familles. Donc, on avait les télévisions, donc j'étais rendue un peu plus smart.
je suis allée chercher un job que je pouvais faire devant la télé. Pas mal, pas mal. Au lieu d'être dans l'usine, on va faire autre chose. Oh, j'aime ça. Fait que t'as fait quoi? Ouais, j'ai fait l'assemblage des lumières de Noël. Tu sais, donc, en fait, c'est rigolo parce que je dois comme trimballer, en fait, 2 grands sacs à la maison. OK? Et puis, dans chacun des sacs, il y a un sac, c'est vraiment un rouleau de fil électrique. Tu sais, avec... Oui, avec les lumières. Oui, mais il n'y a pas encore de lumière, mais il y a les pins électriques. OK. Fait que qui là, sortaient tu dois en mettre mèche. la... Oui, et puis après l'autre sac, c'est vraiment la vitre. Ouais, c'est le petit chapeau, ouais, l'ampoule comme tel. Donc, je dois le mettre sur chacun des mèches. OK. Puis, je me piquais continuellement. Ben oui. Peut-être pas nécessairement non, parce que tes yeux étaient sur la télé. Oui, exactement. Oui, ben oui. Oh, t'es trop drôle. Comment ta grand-mère, elle a réagi quand... Mais elle trouve ça très bien. Parce que j'ai toujours des initiatives, je suis toujours proactive, donc je suis sûre qu'elle est très fière de moi. Comment tout ça a servi aujourd'hui l'entrepreneur que tu es? Mais être très débrouillard, être proactif, je pense que n'importe quel entrepreneur, c'est pas mal comme ça qu'on fonctionne. Lorsqu'on voit une situation qui est pas souhaitée, qui est pas soutenable, puis on roule les manches et puis on veut un changement. Donc, au lieu d'attendre quelqu'un à le changer, ben on le fait. C'est ça l'entrepreneuriat, selon moi. J'aime ça. Tu parlais dans l'année où ta grand-mère était pas là, il y avait des drames. Des drames, il y en a beaucoup, il y en a partout dans toutes les familles. Il y en a des moments où il y en a plus que d'autres aussi, et puis surtout dans la situation dans laquelle précaire où tu étais toi. Comment tu as la sensation aujourd'hui que tu es capable de rebondir justement dans les situations plus difficiles? Je sais pas comment est-ce que j'ai... c'est-à-dire que j'ai eu quelques défis majeurs de la vie, que ça soit plus jeune, que ça soit plus mature. Je pense que chacune des épreuves comme ça, ils sont là pour une raison. OK, c'est vraiment de me forger à devenir la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que de garder ma bienveillance tout en fait, reconnaître ma capacité de rebondir, comme tu disais. En fait, il y a une chose que je déteste, c'est que lorsque je me sens vraiment découragée et que, mettons que j'ai envie de pleurer par terre, alors il y a une autre Jaï à l'intérieur de moi qui va regarder Jaï qui est par terre, qui va dire « OK, ça suffit, lève-toi. » T'as assez pleuré. Oui, t'as assez pleuré, lève-toi, fais quelque chose, change quelque chose. Let's go. Fait que j'ai toujours t'arrives à prendre ce recul-là et de voir la scène qui est en train de se passer finalement. Oui. C'est beau. C'est beau, j'aime ça, cet outil-là. Ah ouais. Et moi, j'utilise beaucoup le moi supérieur, en fait, justement, qui observe la scène de la pauvre petite fille qui joue la victime ou qui peu importe. Mais j'aime ça. Je trouve que ça donne cet élément-là. Et ce cœur d'enfant, c'est que tu gardes, que tu vois, je le vois dans tes réseaux sociaux, la manière dont tu gères ton contenu. Comment tu as réussi à préserver ce cœur d'enfant-là tout le long, malgré ces étapes-là, malgré ces défis-là? Je ne sais pas. Je pense que c'est juste naturel. Parce qu'en fait... Est-ce que tu réalises que c'est pas tout le monde qui peut vivre ces défis-là et s'en sortir comme tu t'en es sorti? T'es allée en thérapie, tu as fait quand même des choses là pour t'aider aussi. Je pense que la première fois que je me suis rendu compte de ça, exactement ton observation actuelle, c'est lorsque j'étais à l'entrepreneurship, l'école de l'entrepreneurship de Beauce. On était probablement une trentaine d'entrepreneurs qui étaient dans le même programme. Donc, au départ, on nous a déjà préparé un rapport de couleur. C'est quel genre de personnalité, puis comment est-ce qu'on doit coopérer avec d'autres couleurs de personnalité, etc. Puis là, sur une feuille, dans chacun des rapports,
il y a vraiment le premier tableau, c'est un rond, donc c'est quelle couleur plus prononcée, etc. Puis ensuite de ça, il y a un autre cercle qui est d'autres couleurs, lesquelles couleurs plus prononcées. En fait, les deux différences, c'est qu'il y en a un, c'est dans une situation normale, quelles sont tes couleurs naturelles, et le deuxième cercle, c'est dans une situation de stress, de crise, comment tu réagis. Puis, j'ai montré ma feuille, puis j'ai demandé au coach de l'école, j'ai dit, je comprends pas, c'est la même chose. Puis tout le reste de mes camarades, ça change. Différent. Oui, ça change. Donc, il y a vraiment un mode comme en gestion de crise qui est différent. Puis, elle a dit, ben, what you see is what you get. C'est juste pareil. C'est toi. C'est toi. Puis ça fait un lien un peu avec les gens qui me disent, Zara, je suis pas la même personne au travail que je suis à la maison. J'ai dit, je sais pas comment vous faites parce que moi, c'est trop compliqué de différencier les deux. C'est ça. Ça me demanderait trop d'énergie, trop d'efforts. Oui, c'est ça, exactement. Je n'ai carrément pas de rien de filtre, pour gérer différemment tout ça. Et ça m'amène justement à ce haut potentiel parce que tu sais, le cerveau va vite, les idées vont vite. Comment tu te sens quand tu arrives dans des équipes? Parce que là, tu es dans ton travail, tu es dans la gestion immobilière, commerciale, je pense. Tu sais, et tu rencontres beaucoup de monde. Des fois, il y a des gens peut-être qui vont pas aussi vite que toi tu l'aimerais ou que tu pourrais, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des frustrations? Comment tu le gères au quotidien, ce côté-là? Ben, en fait, je pense que l'empathie, c'est qu'est-ce que j'ai dès ma naissance, et puis ça a été beaucoup cultivé par ma grand-mère. Donc, c'est avec l'empathie qu'on accepte qu'il y a des différences. Et puis, tu sais, comme mettons quelqu'un qui chemine plus rapidement ou qui chemine moins rapidement, en fait, ça vient avec d'autres qualités. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, ne pas, comme moi, je suis très tranchante. Je prends comme des décisions continuellement, très vite. J'hésite pas. Mais c'est pas tout le monde. Non. Je peux t'assurer que c'est pas tout le monde. Donc, lorsque je rencontre quelqu'un qui est différente que moi, puis je vais dire, OK, je comprends qu'il doit passer par un processus analytique plus approfondi. Il doit probablement être rassuré par les gens autour de cette personne-là, ce qui est aussi correct parce que l'important, c'est pas la vitesse en tant que telle. L'important pour moi, c'est l'engagement. Donc, je préfère que chacun des intervenants prennent à leur vitesse de décider s'ils s'engagent ou ils s'engagent pas. Et puis, une fois qu'on a vraiment cet engagement-là, là, on y va. Là, on est sûr. C'est comme ça que je gère les différentes vitesses, si tu veux, dans le mode décisionnel de chaque intervenant dans un projet. Je trouve ça extraordinaire et ça m'amène justement, quand on s'était parlé pour préparer un peu l'entrevue, tu m'avais dit qu'à Taïwan, il y a des écoles, tu sais, par rapport au HPI, tu sais, en bas, en haut, il y avait des niveaux de classe. J'ai pas aimé ça. Je n'ai vraiment pas aimé. Tu veux en parler parce qu'il y a encore cet espace, même à l'école encore aujourd'hui, où des professeurs vont amener ces séquences de notes. Bon, ben, je remets la feuille, tu sais, à la moins bonne note, et après, je donne la feuille au meilleur après. C'est de juste pouvoir amener comment on se sent, justement, et donc ton expérience par rapport à cette... Mais c'est sûr que je peux partager mon expérience. En même temps, je veux pas que ça devienne biaisant non plus, parce que je ne sais pas si c'est applicable dans toutes les écoles à Taïwan ou c'est seulement à l'école. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, au secondaire, je suis entrée dans un secondaire que je pense que l'un des meilleurs à Taipei, la capitale de Taïwan. Et puis, cette école-là est très, très réputée, en tout cas à cette époque-là, était réputée pour forger des génies de la société. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés chercher toutes sortes d'outils, de tests, de QI. Chaque élève, avant d'arriver au secondaire, doit déjà passer à une série de tests pour vraiment identifier, mais grâce à ces outils-là, c'est quoi le QI de chacun. Mais encore là, aujourd'hui,
C'est par exemple, Jack Ma nous a appris que l'intelligence émotionnelle est bien plus importante. Exact. Donc en tout cas, je trouvais que ce système a été, en tout cas. Puis encore aujourd'hui, hein, parce que même dans les livres, on en commence à en parler, mais. Bref, anyway, donc là, tous les élèves, avant d'entrer à l'école, on doit passer les tests de QI. Puis après ça, l'école classe les élèves selon le QI dans différentes classes. Donc, il y a déjà les classements avant même que tu ouvres un seul livre au secondaire. C'est complètement débile. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et aussi, ça ne qualifie pas ta personnalité, ça ne qualifie pas tes ambitions. Il y a tellement de choses que je trouve anormales. Ils ne sont pas pris en compte. C'est ça. Donc, moi, je me suis retrouvée première année du secondaire avec toute une kind de nerd. C'est vrai que moi aussi, je suis nerd, mais j'ai vraiment une personnalité que je peux faire amie avec beaucoup de gens différents. Mais ce système-là m'a empêché de faire les amis dans d'autres classes ou même à l'intérieur de ma classe parce qu'ils ont même classé les gens par numéro. Mais je te posais cette question-là parce que ça m'arrive de plus en plus dans mes formations où je vais avoir des personnes qui ont un haut potentiel et il y a justement un défi. Tu sais, autant il y a la personne qui n'a pas confiance en elle, qui vit ses défis, qui va se rejeter parfois parce qu'elle pense qu'elle n'est pas intelligente suffisamment. Et il y a l'autre qui dit, ben moi aussi je vis de l'isolement, ben parce que justement vous avez l'impression que parce que je l'ai plus ou que je suis vite, ben vous me tassez. Oui. Donc l'un et l'autre, ils vivent de la solitude, l'un et l'autre vivent des émotions et l'un et l'autre sont pas bien. Il y a un mal-être des deux côtés. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vivais beaucoup d'isolation, de l'intimidation de toutes sortes. Donc, depuis le décès de ma grand-mère, je vivais temporairement avec mon père. On a donc eu des déménagements très fréquents. Donc, j'ai aussi changé beaucoup d'écoles secondaires. Et tout à coup, j'arrive dans un secondaire de banlieue, mais en fait de campagne. Puis j'ai même vécu un épisode où est-ce que plusieurs filles ils m'ont juste poussé dans un coin de mur, puis ont sorti un couteau pour dire que nous allons ouvrir pour voir si tu es un repos. Ouais. Donc encore une fois, c'est pas comme ça partout à Taïwan. Non, mais c'est ton expérience à un moment donné, sur un territoire donné. Oui. Donc pour dire à quel point que tu as raison, que en fait, c'est comme il y a trop de clics et trop de l'incompréhension de l'un et de l'autre. Et puis c'est pour ça que je pense que t'es très jeune. Dans nos écoles, on devrait donner plus de formation en communication. Comment comprendre et accepter et composer, et coopérer avec l'autre. Avec la différence. Ouais. Le mot l'autre, là, c'est excessivement important pour moi. Puis je pense qu'aujourd'hui, justement, avec la montée des médias sociaux, combien d'enfants ou ados ou adultes qu'on rencontre, même de plus en plus dans les réunions, ils vont passer plus de temps sur leur écran cellulaire que d'être avec l'autre. Alors, c'est de relations, ça diminue et je trouve ça triste. Ouais. C'est triste et c'est d'autant plus triste que malgré les formations qu'ils donnent, parce que moi je vois au secondaire, mes enfants sont au secondaire et mes enfants, moi je suis mariée à un Québécois 100%. Donc on est métis, les enfants sont métis à la maison, mais légèrement plus foncés que la norme. Et donc ma fille cette année a vécu de l'intimidation, donc tu sais de dire bon ben toi t'es différente et puis on peut pas être amis avec toi. Bon finalement ça s'est rafistolé et elle a fini avec un groupe extraordinaire. Mais ça a vécu, puis elle le dit hier soir même encore, elle en pleurait, elle a dit maman c'est dur le secondaire, donc j'ai mes amis, mais c'est dur, ça a été dur. Et il y a une ou deux personnes, bon après elle a eu des rencontres, mais elle a jamais voulu donner de nom, donc au final on retourne sur le même problème, mais les gens réalisent pas que ça a rien à voir avec la couleur de peau, enfin on a deux yeux, un cœur, on vit des choses, on vit des émotions et on a le droit d'être.
On a le droit d'être... Je suis bien d'accord. Oui, comme mes amis juifs, par exemple, ils vivent aussi beaucoup de discrimination. Alors, effectivement, je pense qu'il y a plus d'éducation, de sensibilisation à faire. Et puis d'oser, je pense, parce que l'erreur, je pense qu'elle a fait, même si on lui a dit, ça t'appartient, c'est ton choix, mais tu as le droit de parler sous couvert de l'anonymat, de dire, ben voilà ce que je vis, puis d'aller au moins dire, parce que cette personne-là qui va se finir par être dans les entreprises, ben, va avoir un impact. Oui. Sur ses équipes un jour. Oui. Donc, elle a besoin de l'apprendre. Et c'est mieux de l'apprendre à cet âge-là qu'après, à 50 ans, de dire, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Oui. Et d'avoir blessé combien de personnes entre-temps. Donc, la pratique, en fait, je pense que tu es en train de t'inviter aux gens, peu importe l'âge, de prendre son courage en main. Sa responsabilité. Exactement. Ouais, j'aime beaucoup. Ça m'amène maintenant dans ton monde immobilier. OK. On parle, mais parce que, tu sais, tout ce que tu as appris, justement, cette ouverture-là, c'est moi, je dis, bon, ben, j'ouvre des portes, je te dis clé en main tout à l'heure, mais tu sais, c'est toutes c'est cette ouverture-là que tu as à aller vers les gens, ben, te sert aujourd'hui à, justement, ouvrir des portes, faire des visites, tout à fait. Créer des ententes qui fitent avec les besoins. Justement, comment on crée une relation gagnant-gagnant? Une relation gagnant-gagnante, c'est très intéressant. Justement, hier, j'étais avec mon mentor d'affaires. Donc, lui, il m'a dit, en fait, j'adore comment est-ce qu'il m'élève avec son vécu, avec sa vision. Il a dit, en fin de compte, parce que c'est un des plus grands développeurs, concepteurs du Québec. Développement immobilier, je parle, parce que actuellement je travaille en fait de facilitation de développement urbain stratégique. Donc je travaille pour en fait faire collaborer entre propriétaires fonciers, le développeur, le constructeur, tous les professionnels autour, architectes, ingénieurs, urbanistes, designers, en tout cas évaluateurs financiers, en tout cas toute la gang, jusqu'à l'investisseur immobilier final qui va acheter le projet d'avance, clé en main. Et donc, mon mentor, il m'a partagé que, vu que c'est lui qui façonne les projets les plus d'envergure au Québec, j'ai dit, tu dois rencontrer beaucoup d'embûches quand même chaque jour. Il dit effectivement. Alors, comment je fais ça? C'est justement une approche gagnant-gagnant. Je vais toujours identifier le décideur dans chacun des projets que je visionne de concrétiser. Ensuite de ça, je vais devenir proche de cette personne-là et j'arrive avec une page blanche. J'ai pas d'agenda, j'ai pas de proposition. Je l'écoute. Je l'invite à me raconter quels sont des obstacles, des enjeux, des problématiques et j'utilise mon expérience pour proposer des solutions et des actions concrètes. Et de cette manière-là, ce décideur-là voit que je suis pas contre lui. Je suis avec lui. Pour voir arriver le projet. Exactement. Donc, c'est pour ça il réussit à tout coup. Il m'a raconté bien des exemples. Je suis comme genre, wow, toute en admiration, là. J'avoue que c'est ça. Hein. En même temps, c'est l'inspiration qui va te permettre d'aller à la prochaine étape de ton côté aussi. Puis, en même temps, c'est très intéressant parce que c'est aussi un entrepreneur en série qui est beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus expérimenté. Il a aussi eu ses entreprises à l'étranger, donc notamment en Asie. Donc, je pense que les rencontres interculturelles que lui a faites, que moi je fais, ça nous forge ce genre d'approche-là qui est différente, qui est beaucoup plus conciliante, donnant, gagnant, tu vois, c'est vraiment une approche différente. Moi, j'entends l'humain derrière. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin et puis comment on va le faire arriver. Ensemble. 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 Et c'est ça qui est beau.
Oui. C'est magnifique. C'est ça que c'est la raison parce que souvent dans ton domaine, on va parler que ce soit l'immobilier, la vente ou d'autres, il y a plusieurs domaines qu'on catalogue. C'est c'est juste des vendeurs, mais au final, on peut être vendeur humain. Mm-hmm. Comment on fait ça pour être vendeur humain? C'est quoi les clés? En fait, je ne vends rien. Je laisse les autres acheter. Ça te convient? Bon, ben voilà, écoute, c'est ça, hein? Non, mais Ouais. dans le fond, je propose une opportunité. Mhm. Ça dépend si la personne veut embarquer dans le projet, dans l'opportunité, puis on le fait ensemble. Ouais, ça va dans C'est tes vraiment critères, ça et puis, mon ben, approche, voilà. oui, c'est ça. Ouais. C'est la collaboration. Exact. Et la vie t'amène à avoir des projets aussi différents. Je vois que des fois, tu cherches des locaux où tu vas louer des locaux pour des tournages américains. Oh ouais, ça c'est juste parce que j'ai tellement un réseau de contacts tellement riche. Tu sais, tellement varié de tous les secteurs d'activité, de toutes les nationalités, des cultures. Tu sais, c'est vraiment très intéressant parce que avant de m'investir en immobilier commercial, j'ai eu 20 ans une agence de marketing interculturel, international. Donc, cette expérience entrepreneuriale m'a permis de servir tellement d'entreprises, de belles entreprises de toutes sortes de tailles qui sont dans les différents secteurs d'activité. Donc, j'ai tellement de contacts, tu sais, et je suis très, très, très excessivement curieuse de nature. Donc, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de différent, j'ai cette soif, tu sais, comme de connaître la personne. OK, c'est quoi ton origine? OK, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Exactement, tu sais, comme ta curiosité d'aujourd'hui pour qu'on puisse faire cet entretien. Merci. Donc, et après ça, donc à force de connecter, plus on approfondit avec chaque personne, ben j'arrive à faire une toile, donc un mapping dans ma tête. Ah, ben quelqu'un rencontre un problème ou un enjeu, puis tout de suite ça clique dans ma tête. Ok, mais telle personne peut régler ça. Fait que là j'appelle sur le champ. La question est répondue ou le problème est résolu. Parce que ça prend une bonne personne pour chaque situation. Et c'est aussi ma promesse d'aujourd'hui parce que en fait là j'ai été partenaire, que ça soit les banquiers, que ça soit des architectes, n'importe qui travaille en immobilier ou en financement. J'ai dit si vous êtes avec un client, un développeur, un investisseur immobilier, vous avez une question, ben appelez-moi, puis je suis votre dictionnaire. Oh. Je vais répondre sur le champ. Je vais tout de suite trouver la réponse ou la personne. Ouais. C'est beau de savoir ses capacités et de pouvoir les mettre à disposition. Oui. En connaissant tes limites et en sachant dire non aussi. Oui. Bien sûr. C'est ça que j'entends aussi. Mm-hmm. Le temps, il file. Tu parlais tout à l'heure, ta grand-mère a été une personne importante dans ta vie, cette professeure a été une personne importante, ton mentor aujourd'hui en est une. C'est qui ces personnes? Moi, j'appelle ça de la garde rapprochée, qui t'inspire et qu'est-ce qu'ils te permettent de faire? De transformer ma vision, de transformer mon approche. Ma grand-mère m'a aussi beaucoup forgé ma discipline parce que j'aime énormément créer. Je suis tellement curieuse, donc j'aime bien créer de nouvelles idées sans finaliser un projet. Donc, elle a vu ça dès très jeune. Elle a dit, finis un projet! Sinon, tu t'en vas être puni dans un coin. À ce point-là? Oui. À ce point-là, OK. Parce que, tu sais, ça bouillonne dans ma tête. J'ai tellement d'idées tout le temps. Fait que, ouais. Est-ce que tu t'étourdis toi-même des fois? Non. Non, c'est ça. Non, je sais exactement c'est où mes pensées et tout ça. Oui, hein, non, mais c'est beau parce que des fois... Mais ça étourdit autour. Ouais, ça...
J'entends souvent. Écoute, je suis allée en 2023 en Côte d'Ivoire un mois et puis quand je suis revenue, je dis puis ça a été, il dit oui maman, la maison était calme. OK. Bon ben désolée, ce sera plus calme. Ça prend bien quelqu'un qui parle. Hein? Bon ben voilà, c'est moi. Je ramène la joie et l'excitation. Et le plaisir, parce que dans tous tes posts, hein, tu sais, l'alimentation, les goûts, les saveurs, on mange avec toi quand on te suit sur les réseaux, c'est extraordinaire. Si tu avais la chance de croiser la petite Chiayi de 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De commencer le PNL le plus vite possible. Oui. Oui, parce qu'en fait, je pense que chaque personne en situation de détresse, c'est parfois, ils voient pas le bout du tunnel. Puis, je pense que lorsque on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas qu'il y a une ressource disponible pour nous aider, on ne sait juste pas. On va pas la chercher, non, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que moi, je dirais de ne pas hésiter, de ne pas voir, par exemple, la thérapie et les coachs comme parce que je vois encore beaucoup de gens qui disent « Oh non, j'ai pas besoin de coach. Non, j'ai pas besoin de thérapeute. » Bah, OK, donc tu fais comment? C'est que tu t'améliores comment? Comment est-ce que tu vois ton propre angle mort? Alors, à moins que la personne veut rester pareil, mais c'est que l'environnement extérieur ne va pas permettre que ça soit toujours pareil non plus. Non, ça va la challenger plus si elle décide de faire ce C'est ça, donc chaque personne, on est sur Terre, je crois profondément, pour chercher à connaître qui nous sommes et pour pouvoir ainsi contribuer aux autres. That's it. C'est tout simplement, on se connaît, ensuite on contribue aux autres. Ça c'est ma vision de c'est qui l'humain. Moi, j'aime ça parce que tu viens de résumer mon podcast Briller en soi et ensemble, ainsi que le livre. Donc, j'aime beaucoup ça. T'as pas à me convaincre, en tout cas. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'on est là pour servir. Tu sais, après, une fois qu'on se connaît, c'est de pouvoir redonner. Et c'est ça qui donne le sens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont perdus dans nos populations. Et c'est parce qu'en fait, c'est métro, boulot, dodo. Ils ont le chalet, ils ont la deuxième maison, ils ont le bateau, Puis c'est très correct. Je dis pas que c'est pas correct. Mais la contribution de redonner à la population, à la communauté, à un membre de la famille, à de l'écoute, peu importe, c'est ça qui nourrit. Parce qu'on part pas avec l'argent, mais on part avec nos connexions, on part avec les gens qui nous entourent. Absolument. Donc voilà. Je t'amène sur un jeu de définition. Si tu devais définir ces mots, mais avec ta définition à toi, la vie. La vie est belle. La vie est remplie de possibilités et d'opportunités. Les relations? Les relations sont belles. Les relations, c'est la richesse. Pour moi, c'est absolument les relations, c'est en fait ma plus grande richesse et ça doit être la plus grande richesse de tous ceux qui veulent vivre leur passion. Le besoin. Le besoin, je pense que le besoin est très varié selon chaque personne et même la même personne selon les différentes périodes de vie. Mon besoin actuel, si c'est ça que je vais essayer de définir, c'est de développer mon entreprise qui est différente. Donc, je dois mieux la définir et trouver des bonnes personnes pour la construire, pour mieux servir. Merci infiniment, Chiayi. Merci, Zara. C'est vraiment un grand plaisir, un grand bonheur pour moi. Moi aussi également. Je suis honorée.